D'être venu. Je vous remercie de votre présence. On n'est pas très nombreux, mais c'est encore mieux. Moi, je préfère le comité restreint. Au moins là, on peut discuter. Je remercie aussi le MAC pour avoir organisé la rencontre. Je remercie surtout les victimes. Les victimes, parce qu'on ne le dit pas assez. On dit que maintenant les victimes ennuient parce qu'elles parlent beaucoup, les gens ne les entendent plus. En tout cas, moi, je les remercie beaucoup parce que sans elles, cette thèse ensuite, qui a donné lieu à une publication, n'aurait jamais existé. Et donc, je tiens particulièrement à remercier les victimes qui ont accepté de me recevoir chez elles, qui ne me connaissaient pas, qui ont accepté de m'ouvrir les portes de leur demeure, de me livrer des histoires douloureuses, parce que c'est pas facile de parler finalement du passé et du traumatisme qu'on a subi. Elles ont malgré tout accepté de me recevoir et de bien vouloir me livrer leur histoire. Et je leur dois quasiment tout. En tout cas, je leur dois ce premier travail. J'espère que ce ne sera pas le dernier. Et donc, moi ou plus qu'une conférence, je vais essayer aujourd'hui d'aborder quelques points. Moi, qu'une conférence prononcée finalement comme un enseignant, je vais juste faire quelques points que je pense importants, qui sont dans la thèse, pour qu'on puisse ensuite discuter très rapidement, sans faire de grandes conférences. Donc, je vais évoquer quelques points. Donc, je ne vais pas revenir ici sur les raisons qui m'ont poussé à m'engager dans ce travail. Pourquoi est-ce que j'ai voulu faire un travail sur les victimes, sur les événements de 89 et sur l'après-événement 89, ce qui s'est passé après 89. Peut-être qu'au cours des discussions, on pourra peut-être évoquer le pourquoi de ce travail-là. Mais ce que j'aimerais faire déjà, en premier lieu, c'est évoquer déjà le titre. Pourquoi avoir choisi le passé violent et la politique du repentir en Mauritanie? Je commence par là parce qu'en fait, c'est une question qui m'a été posée par quelqu'un en fait, lors d'un petit entretien, et je trouve que c'est une bonne question parce que il faut bien choisir un titre pour un livre ou un travail que l'on fait. Et donc, le passé violent et la politique du repentir. Ce n'est pas un titre que j'ai choisi par hasard, c'est un titre que j'ai choisi avec beaucoup de malice et d'ironie parce qu'au moment de choisir ce titre, j'en ai discuté avec celui qui était mon ancien directeur de thèse, on en a beaucoup parlé. Et sur le mot repentir notamment, repentir, on a beaucoup discuté, ce n'est pas par hasard. On a débattu pendant quelques jours pour trouver en fait moi j'avais opté pour le repentir et lui voulait réconciliation. Mais on a fini par tomber d'accord. Je vous explique pourquoi. Le passé violent, le passé violent en Mauritanie, tout le monde sait à quoi ça fait référence. Ça fait référence à ce qui s'est passé juste avant 1989, donc on va dire de 86 à globalement 91, et ce qui vient après 89. Donc les arrestations, les emprisonnements, les tueries de populations noires, les déportations, les humiliations, en fait, c'est tout cela que ça recouvre. Donc c'est à la fois les déportations, les tueries, les emprisonnements, et ça, tout le monde sait à peu près de quoi il est question ici. Donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Et donc ces tueries vont toucher en fait une grande partie de la population noire. Politique du repentir. Parce que finalement, pourquoi politique du repentir? Parce qu'on ne peut pas parler de réconciliation nationale en Mauritanie. On est tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas de réconciliation nationale. Politique du repentir parce que c'est un processus. La politique, c'est un processus. La politique du repentir, c'est un processus, un mouvement, un pas vers quelque chose, vers la réconciliation nationale. C'est comme ça que moi je l'entendais. Donc, il n'y a pas en fait, ce n'est que d'une politique dont il est question, et pas d'une réconciliation nationale. C'est une politique qui, de surcroît, est obscure, ambiguë, floue. La politique de réconciliation, de repentir en ce moment qui est entreprise en Mauritanie, est une politique qu'on ne peut pas comprendre. C'est une politique incompréhensible. En tout cas, pour ceux qui font l'effort d'aller chercher, d'aller voir, on se rend compte que malgré les déclarations d'intention du pouvoir, que cette politique est complètement ambiguë. La preuve en est, mais on en discutera peut-être après, l'extrême dispersion des associations, les querelles entre associations et partis politiques, est bien la preuve que finalement, rien dans cette politique n'est limpide, n'est clair. Ce n'est pas pour rien que les associations de victimes aujourd'hui sont divisées. C'est bien parce qu'il y a eu un travail de SAP qui a été mené et qui a finalement entraîné des querelles de leadership qui ont divisé extrêmement ces associations de victimes. Et donc même, il n'y a pas donc de repentir au sens d'excuses sincères présentées à des victimes dans la perspective d'une réconciliation nationale. Quand on dit repentir, c'est qu'on accepte qu'il s'est passé quelque chose,
qu'on présente ses excuses et que ce soit la première étape vers la réconciliation nationale. Seulement, même la prière de Kaïdi en 2009, si je ne me trompe pas de date, en 2009, la prière de Kaïdi, pour les victimes que moi j'ai interrogées, pour la plupart, elles considèrent que c'était du cinéma. C'est tout simplement de la poudre jetée aux yeux. Ce n'est pas un repentir sincère. Et pour parler comme quelqu'un d'autre, pour un philosophe qui disait que on ne peut pardonner que lorsque la personne demande pardon, demande de vous pardonner. Mais comment est-ce qu'on peut pardonner à quelqu'un qui n'a pas demandé pardon? On fait une prière à Kaïdi et la responsabilité, elle est attribuée au régime de Oultaya. On ne dit pas son nom, on ne dit pas Oultaya est le responsable de ce qui s'est passé avant, mais on dit oui, on demande aux victimes de pardonner au nom de la religion, au nom de l'islam. Et on ne dit pas véritablement ce qui s'est passé. Quand on veut pardonner, quand on veut demander pardon, on dit d'abord ce qui s'est passé clairement. Il s'est passé des tueries, des exactions, et pour cela nous demandons aux victimes, et nous demandons aux victimes de nous pardonner. Seulement, on ne sait pas qui a fait quoi. Vous pardonnez, mais vous pardonnez à qui? En fait, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une politique du repentir et qu'il n'y a pas de réconciliation nationale. Bon, je vais y revenir. Et cette précision faite, il faut dire que ce que moi j'ai voulu, la question fondamentale que j'ai posée dans ce livre, c'est pourquoi 1989? Quelles sont les raisons du basculement de la société mauritanienne en 1989 dans la violence extrême, dans cette violence-là qui a consisté à tuer des gens, à pendre des gens, à tuer des milliers de gens dans l'emprisonnement, expulser des gens, les déporter? Pourquoi cela est arrivé? Quelle est la signification de 1989? Quel est le sens de 1989? Et donc moi je voulais savoir ce à quoi ça correspondait à quoi finalement ce déferlement de violence en 1989. Et donc c'était la première question que je me suis posée. La seconde question c'était de savoir ce qui s'était passé après 1989. Quelle a été la politique des gouvernements successifs pour répondre, pour solder le passif humanitaire, régler la question du passif humanitaire, celle qu'on appelle la question du passif humanitaire. La question du passif humanitaire, c'est celle qui regroupe à la fois les tueries de populations noires, mais aussi les déportations. Donc, par passif humanitaire, on regroupe à la fois les déportations et les tueries d'une catégorie de la population noire. Ça a touché différentes catégories de la population noire, mais la catégorie visée, on le sait bien, c'était la catégorie Al-Boularen, et on le sait. Majoritairement, cette catégorie ethnique a été touchée par les événements de 89. Et pour répondre à la question en fait du pourquoi est-ce que le basculement de la société mauritanienne dans la violence et pourquoi est-ce qu'il y a ce que les gouvernements successifs ont fait pour résoudre la crise de 80, pour résoudre ce passif humanitaire, j'ai divisé ce livre, la thèse de ce livre en trois parties. Très rapidement, la première partie que j'ai intitulée de la pré-colonie à la post-colonie, mais je vais revenir en détail sur ça. La deuxième partie, je l'ai intitulée le renouveau démocratique et la perspective de la réconciliation nationale. Et enfin, la troisième partie, le moment où Abdelaziz et la nouvelle vie du processus de réconciliation nationale. Je ne dis pas le moment Aziz parce que, alors j'ai eu une discussion avec ma mère à ce propos, je lui ai dit le moment Aziz, elle me dit mais Aziz c'est le nom c'est un des noms du bon Dieu, donc on ne peut pas donner ce nom à un seul type, c'est pas possible, il faut mettre Ould Abdelaziz parce que c'est pas possible de mettre juste Aziz. Donc je lui dis bon j'accepte, je mets Ould Abdelaziz parce que c'est vrai que c'est pas, ce serait pas très loyal, très correct vis-à-vis du créateur. Et donc, alors, dans la première partie du travail, ce que j'essaie de faire, c'est de la pré-colonie à la post-colonie. Ce que j'essaie de faire, c'est de finalement analyser les relations interethniques avant, pendant et après la colonisation. Et donc, cette partie-là part de la pré-colonie, avant la colonisation, à la post-colonie. Mais le moment précolonial, de nombreux travaux ont été faits là-dessus, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, je vous suggère notamment de lire les travaux très intéressants de Ibrahim Aboussal à ce propos, qui a parlé des relations interethniques à l'époque, mais dans le Trarza, ou bien de Batna, je crois, de Batna et Trarza, Batna, où il montre bien que finalement ces relations étaient traversées à la fois d'alliance et de rupture. Et donc il n'y a pas quelque chose de surprenant. Ce sont des gens qui vivent ensemble, qui se battent, qui se réconcilient, qui font des alliances, qui trouvent des solutions pour s'en sortir. Donc finalement, on a à la fois des gens qui vivent ensemble et dont les relations sont traversées de moments de solidarité et de désolidarisation.
d'alliance et de rupture. Donc il n'y a pas grand-chose à démontrer à ce propos. Sur le moment précolonial, donc après l'indépendance, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que le moment précolonial va révéler le grand malaise qui frappe la société mauritanienne. Une société mauritanienne qui est incapable finalement d'accommoder, de dompter les différences culturelles, interethniques, dans la perspective de la fondation d'une communauté nationale. C'est-à-dire qu'en fait, on a ici un État qui est incapable, qui, le temps de la fondation de l'État, décide par exemple de dire qu'il s'agit d'une république islamique de Mauritanie. En tout cas, moi, c'est l'hypothèse que je fais. Je dis que la République islamique de Mauritanie, le fait d'avoir choisi d'appeler ce pays République islamique de Mauritanie, a été décrété par les pères fondateurs pour effacer les différences chromatiques, les différences de couleur, le temps de la fondation de la Mauritanie. Il s'agissait juste en fait de faire en sorte que la Mauritanie soit fondée sur la base, sur un facteur comme, on trouve un dénominateur commun, on a dit que l'islam était le ciment, et de mon point de vue, l'islam n'était qu'un prétexte, parce que finalement, ce n'est que le moyen qui a permis de fonder à ce moment précis la Mauritanie. Après, bien sûr, les différences culturelles, les différences chromatiques, les différences de peau ont ressurgi. Mais maintenant, quand vous posez la question aux gouvernants mauritaniens, ceux qui sont au pouvoir, Maria le faisait déjà. Quand on lui posait la question, c'était souvent l'argument de l'islam qui revenait. L'islam ciment de la nation, etc. Donc c'est l'argument qui a servi de fondation, de mon point de vue, qui a gommé les différences, le temps de la fondation de l'État mauritanien, pour permettre à cet État de naître. Mais finalement, les différences chromatiques et les différences culturelles ont persisté, ont ressurgi, se sont exacerbées après l'indépendance. Et donc finalement, on a un État qui n'a pas su, je disais, accommoder les différences pour fonder la communauté nationale, cette communauté nationale que nous essayons finalement de bâtir aujourd'hui. Et donc, moment précolonial, Ibrahim Aboussal et autres, moment postcolonial, donc vous avez impossibilité de fonder la communauté nationale sur la base parce que finalement on n'arrive pas à accommoder les différences. Et dans cette deuxième partie, ce que j'essaie de faire, c'est que je m'intéresse aux événements de 89, à la description des événements de 89, parce que ce qui m'intéresse, c'est aussi qu'est-ce qui se passe en 1989. Et j'ai essayé de réaliser des enquêtes pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment en 1989, c'est ce qui m'intéressait. Qu'est-ce qui se passe en 1989 et juste après 1989. Donc, autrement dit, ce qui m'intéresse ici, c'est les tentatives, ce qui se passe en 1989, donc la violence extrême, et ce qui se passe juste après 1989, c'est-à-dire les tentatives de l'État mauritanien, qui était à l'époque le régime militaire de Oultaya, pour trouver une issue à la crise de 1989, au passif humanitaire, tout en niant la réalité des tueries. C'est-à-dire qu'en fait, le régime de Oultaya est un régime d'équilibriste. Il faut le dire comme ça. C'est quelqu'un qui, à la fois, reconnaît qu'il y a un problème, essaie de résoudre finalement un problème en Mauritanie, mais ne reconnaît pas qu'il y a eu des tueries et des déportations. Donc finalement, il nous dit, le HCR s'occupe, gesticule, etc. Donc il y a un problème, mais nous, en tant qu'État mauritanien, nous ne reconnaissons pas qu'il y ait eu des tueries ou des exactions ou des déportations. Mais nous sommes d'accord avec vous pour régler le problème, la question nationale. C'est paradoxal. On ne sait pas, en fait, on ne comprend pas le discours de Oultaya. Et c'est hallucinant. Lorsque vous lisez finalement les journaux, et quand vous vous rendez par exemple surtout aux archives nationales de Dakar, c'est très important parce que là, ils conservent finalement, dans ces archives, ils conservent un dossier Mauritanie. Moi, ce qui m'a beaucoup plu en fait dans ces archives, c'est qu'au Sénégal, il y a un dossier Mauritanie. En Mauritanie, il faut aller au centre culturel pour trouver quelques papiers sur les événements de 89, de 87 à 80, mais bon, c'est pas tout à fait exhaustif. Au Sénégal, vous avez un dossier Mauritanie. Quand vous arrivez aux archives, en tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé. Je suis arrivé, on m'a proposé un dossier Mauritanie sur les événements de 89. Ce qui vous permet à la fois de lire les événements de 89 du point de vue du Sénégal et de lire les événements de 89 du point de vue de la Mauritanie. Et vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout pareil, qu'on ne lit pas les événements de la même façon et qu'il y a des choses qu'évidemment qu'on ne nous a pas ditées. Donc ça apporte un éclairage nouveau sur ce qui se passe en 89. Donc vous avez ici l'État mauritanien qui à la fois tente de résoudre le passif humanitaire, mais nie la réalité des tueries, n'accepte pas qu'il y ait des tueries et des déportations.
Ça, c'est pour la première partie. Je disais que je vais pas prendre beaucoup de temps, on va laisser le temps un peu à la discussion. La deuxième partie revient sur le coup d'État du 3 août 2005. Donc, le coup d'État du 3 août 2005 et la chute de Oultaya. Et donc, ce qui est intéressant ici, très honnêtement, c'est que la chute de Oultaya, mais ça on l'a tous constaté, va déboucher sur une refondation du champ politique, du jeu politique. Et ce que moi j'appelle la revivification des espaces de dissidence. Les espaces de dissidence, dans mon esprit, c'est le champ politique, les partis politiques et les associations. À ce moment, je pense qu'on a tous pu le constater, c'est un moment où les partis politiques vont commencer à proliférer, les associations aussi vont commencer à proliférer et vont commencer à s'exprimer. Les gens vont parler, les partis politiques vont parler, les associations vont parler, on va laisser parler. C'est comme si finalement il y avait une logorée verbale, une jarret de parole, tout le monde parlait. Et donc à ce moment, il y a quelque chose qui bouge après la chute de Boutaya. Ça, il faut le reconnaître objectivement. En tout cas, il y a une effervescence, au moins jusqu'au coup d'État de Ould Abdelaziz, qui le porte au pouvoir. Aujourd'hui encore, il y a une prise de parole, les gens continuent à parler, mais de mon point de vue, ce n'est juste qu'une façade, parce que finalement, ça sert de faire valoir. On dit, voilà, vous voyez bien qu'on laisse parler les opposants, c'est bien la preuve que la Mauritanie est un gouvernement démocratique. Seulement, il y a une différence entre état de droit et état de droit démocratique. On est dans un état de droit, peut-être, et certains diront qu'on est même dans un état de non-droit, mais on n'est pas dans un état de droit démocratique. Les gens s'expriment, il y a des espaces de parole, mais en fait, on vit encore sous un régime militaire. Il faut le dire comme ça, parce que le réflexe, je suis convaincu qu'on ne se débarrasse pas d'un militaire en portant un costume noir et une cravate. C'est un peu difficile. Ce qui est le cas pour Ould Abdelaziz, c'est un peu compliqué. Et donc, cette deuxième partie a été aussi l'occasion pour moi de revenir sur les journées nationales de concertation. Peut-être que vous en rappelez. Les journées nationales de concertation, c'est des journées qui ont été organisées par Sidiou Cheikh Abdallah, juste 6 mois après son élection. Et c'est une journée qui va réunir les acteurs politiques, les acteurs associatifs, les acteurs de la vie civile. Et cette journée-là va révéler l'extrême difficulté à rendre possible la réconciliation nationale. Pourquoi? Parce que lors de ces journées de concertation nationale, on va réunir différents acteurs de la vie politique et civile, et on va discuter à la fois des absents. Les absents, dans mon esprit, ce sont les morts, ceux qui sont partis. On discute des absents, on discute de la restitution des terres, on discute des biens, on discute des terres, de la reconquête des droits par les victimes. Et on se rend bien compte que ces journées nationales de concertation ont été un échec. Parce qu'il a fallu discuter finalement des points sensibles, et ces points sensibles en perspective de la fondation d'une réconciliation nationale, on se rend bien compte que c'est difficile. Dès qu'on parle des absents, dès qu'on parle des morts, dès qu'on parle des terres, la restitution des terres, et qu'on parle finalement de la reconquête des droits par les victimes, ça pose problème. Et il y a un acteur majeur qu'on a oublié, qui après va se révéler, c'est bien sûr la catégorie haratine par le biais de IRA et Bela Mouda, qui va dire après que les haratines n'ont même pas été cette question n'a même pas été posée, alors que quand il s'agit de créer un consensus national, il faut au moins inclure toutes les parties. Mais ça, c'est après, c'est après que cela va véritablement apparaître. Et dans la troisième partie de ce livre, je m'intéresse à la présidence que j'ai intitulée Le moment où Abdelaziz est la nouvelle vue du processus de réconciliation nationale. Je m'intéresse ici à comment est-ce que les mesures qui ont été prises par Ould Abdelaziz en vue de la réconciliation nationale. Et c'est intéressant. Ce qu'on va se rendre compte que finalement, avec ce moment où Abdelaziz, le passif humanitaire va s'habiller de vêtements, d'un costume ambigu, de quelque chose qu'on ne comprend pas finalement. On ne sait pas véritablement quel est le sens de la réconciliation, qu'est-ce qu'il veut faire véritablement. Et donc on est dans le flou artistique total. Et donc c'est le moment aussi, première chose, c'est flou. Deuxième chose, c'est le moment où les autorités quand même tentent de discuter avec les associations de victimes, ou en tout cas avec une association en particulier qui est le COVIR. Le COVIR version Aboussi et Gaïda Ali Mokhtar, que vous connaissez peut-être. Essayer de discuter avec le COVIR premier, et on se rend compte que finalement, en discutant avec une association de victimes et en mettant à l'écart
les autres associations de victimes et les partis politiques pour des raisons politiques, parce qu'il faut dire que ces associations de victimes et ces partis politiques ont refusé de reconnaître la légitimité de Ould Abdelaziz, ce qui va provoquer finalement